Meantime, in this new Truth Social post on expanded steel and aluminum tariffs, the president also targeting some autos, saying, quote, if other egregious long-time tariffs are not likewise dropped by Canada, I will substantially increase on April 2nd the tariff on cars coming into the U.S., which will essentially permanently shut down the automobile manufacturing business in Canada. Those cars can easily be made in the USA, he writes. Our Phil LeBeau joins us this morning to talk about whether, Phil, that's true. Dans les archives récentes du Sénat, une décision d'entreprise n'est plus seulement un ajustement du marché, mais constitue désormais une variable institutionnelle. Le 14 janvier 2026, lors d'une session de la Commission du commerce du Sénat américain, un ensemble de documents de Stellantis a été déposé exposant, sur la base d'avis techniques et d'une délibération formelle du conseil d'administration, la suspension pour une durée indéterminée de son projet de réindustrialisation dans l'État de l'Illinois. Ces documents, initialement confidentiels, avaient été demandés par des parlementaires après l'arrêt brutal des travaux de l'usine de Belvidere, qui devait constituer un nouveau pôle d'électrification automobile dans le Midwest. Avec un investissement prévu de plus de 2,5 milliards de dollars, le projet avait été annoncé comme un vecteur central de la politique industrielle fédérale. La révélation que son interruption était due à l'instabilité tarifaire et à l'insécurité juridique interne a mis en évidence un facteur qui jusqu'alors ne circulait que dans des rapports confidentiels: le risque réglementaire comme déterminant direct du recul des investissements stratégiques sur le sol américain. Bien qu'il ne s'agisse pas du premier recul industriel enregistré ces derniers mois, cet épisode a introduit un nouvel élément dans le débat. En étant officiellement intégré au dossier législatif, la justification de Stellantis a transformé un problème jusqu'alors considéré comme conjoncturel, en preuve d'une tendance émergente. Le langage utilisé dans l'avis technique joint au dossier est précis. L'environnement tarifaire et l'absence de prévisibilité réglementaire compromettent la viabilité des engagements de capitaux à long terme sur le territoire des États-Unis. À partir de là, la discussion ne se limite plus au cas d'un constructeur automobile spécifique. Elle devient, dans la pratique, un jalon institutionnel. Pour la première fois en plus d'une décennie, un groupe industriel mondial déclare ouvertement que le scénario national américain n'offre plus les éléments minimaux nécessaires pour soutenir un cycle de production de 30 ans. Horizon typique du retour sur investissement des industries de base. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Dans les heures qui ont suivi, d'autres constructeurs automobiles et fournisseurs stratégiques ont ajusté leur calendrier. Des cabinets juridiques ont révisé les clauses de risque dans les contrats d'expansion. Les gouvernements des États ont lancé des évaluations internes sur la poursuite des programmes d'incitation liés à la présence de conglomérats internationaux. La conséquence n'a pas été seulement l'abandon d'un terrain ou la suspension d'un chantier. Ce qui a commencé sans faire de bruit, c'est un processus plus large de réévaluation systémique. Le cas de Belvidere a ouvert la voie à une constatation inconfortable. Une partie du capital productif mondial a commencé à considérer les États-Unis comme une variable de risque et non plus comme le pôle stable et prévisible qui avait historiquement soutenu leur statut de destination privilégiée pour les investissements de base. Le document remis au Sénat comprend également un calendrier rétroactif qui révèle un cycle de tentatives de conciliation. Entre mars et novembre 2025, les équipes de Stellantis se sont réunies au moins 7 fois avec des représentants du département du commerce et de la Maison-Blanche pour discuter des ajustements des droits de douane sur les composants critiques importés d'Europe et du Mexique. Les registres montrent qu'il n'y a pas eu de signal institutionnel stable au cours de cette période. Les tarifs ont été révisés à titre provisoire, renégociés selon des critères variables et finalement réimposés avec des modifications substantielles sans préavis. Pour les conseillers chargés d'approuver des cycles d'investissement de plusieurs décennies,
ce modèle a été interprété comme une instabilité structurelle. Face à cette situation, la décision n'a pas été de reporter, mais de mettre fin au cycle avant de consolider des liens juridiques qui les rendraient otages d'un environnement qualifié, en interne, de volatile. En rendant publique cette série d'informations, le Sénat a involontairement déclenché un nouveau niveau d'exposition institutionnelle. Le problème n'était plus technique, il était devenu politique. Les gouverneurs, les maires et les représentants régionaux des districts où se trouvent des usines en activité ou des projets en phase de financement ont commencé à remettre directement en question la viabilité des incitations promises. La logique fédérale a été court-circuitée. Les États qui avaient affecté leurs propres fonds pour attirer de grands acteurs sont désormais confrontés à la possibilité de pertes fiscales sans compensation. Les secrétariats d'État au développement ont lancé des consultations d'urgence auprès de cabinets d'avocats spécialisés dans la responsabilité contractuelle des pouvoirs publics. Même si aucun de ces mouvements n'a fait l'objet d'une couverture médiatique importante, tous indiquent un changement profond dans la perception du risque institutionnel, non seulement de la part des entreprises, mais aussi des entités fédérales elles-mêmes. Le silence des investisseurs institutionnels face à cet épisode ne doit pas être confondu avec la neutralité. Lors de réunions privées avec les conseils d'administration des fonds de pension et des fonds souverains, les analystes ont commencé à recommander la reclassification des projets industriels américains en tant qu'actifs à risque réglementaire moyen à élevé, selon le secteur. Ce changement de catégorisation n'a pas d'effet immédiat sur les marchés, mais il a une incidence profonde sur les décisions futures en matière d'allocation de capitaux. Lorsqu'une certaine catégorie d'investissement est désormais considérée comme présentant un risque juridique potentiel, les critères de financement changent, les délais sont raccourcis, les garanties deviennent plus coûteuses. Et face à cela, les capitaux ont tendance à migrer vers des environnements où la composante réglementaire n'exige pas de niveau supplémentaire de protection contractuelle. Il s'agit d'un changement lent et souvent irréversible. C'est dans ce type de tournant qu'il devient essentiel d'observer non seulement ce qui a été suspendu, mais aussi ce qui ne sera plus proposé. L'absence de nouvelles annonces, la non-occupation des zones industrielles prévues, la stagnation des appels d'offres pour les infrastructures logistiques liées à la production automobile, tous ces éléments sont des indicateurs secondaires, qui pris ensemble révèlent un processus de recul. Un recul qui n'a pas besoin de discours ou de décrets pour opérer. Il se manifeste par une omission stratégique, par l'interruption de cycles avant même qu'il ne se consolide. Pour ceux qui suivent cette chaîne, ce type de mouvement mérite une attention prioritaire. Pour comprendre ce qui se passe, il faut une lecture continue, connectée aux signaux qui n'apparaissent pas dans les rapports officiels, mais qui reconfigurent de l'intérieur la logique du système. C'est pourquoi nous continuons à suivre chaque nouvel indice avec le même engagement, offrir un contexte où l'absence de bruit cache des changements d'échelle. À partir de là, la question ne porte plus sur un investissement spécifique, mais touche au cœur même des principes qui sous-tendent la politique industrielle américaine. En officialisant l'instabilité réglementaire comme un obstacle décisif, l'affaire Stellantis a déclenché une vague d'analyse au sein de divers organes exécutifs et législatifs. Au sein du département du Trésor, des équipes chargées de modéliser l'impact fiscal ont été invitées à revoir les projections de recettes fiscales des États liées à la chaîne automobile pour la période 2026-2036, en accordant une attention particulière aux zones industrielles bénéficiant d'incitations fédérales actives. Au département de l'énergie, des rapports internes ont commencé à réévaluer les risques de dépendance extérieure pour les composants des véhicules électriques, compte tenu du risque de désertification des pôles initialement prévu pour garantir la sécurité de la production dans les technologies de transition. Et au bureau du budget du Congrès,
un groupe technique a été chargé d'estimer l'impact cumulé des projets annulés ou réorientés avant l'annonce publique. Une zone grise qui, jusqu'à récemment, n'était pas prise en compte dans les analyses de perte de capacité industrielle. C'est dans ce contexte que s'intensifie l'implication d'acteurs institutionnels généralement absents des cycles de retrait des entreprises. La Commission fédérale du commerce a lancé des consultations techniques sur les effets de la concentration régionale du capital industriel en Amérique du Nord, en accordant une attention particulière à la surcharge des infrastructures dans les corridors logistiques du Canada. Le bureau du représentant commercial des États-Unis, quant à lui, a commencé à recenser les clauses des accords bilatéraux qui pourraient être activés pour tenter de limiter la migration des projets vers les pays signataires. Le fisc fédéral a rouvert un front d'études sur l'efficacité des dispositifs d'allègement fiscal conditionnés à des contreparties productives, face au risque que les incitations fonctionnent dans le vide, c'est-à-dire qu'elles soient accordées même lorsque les projets sont suspendus avant la formalisation complète du contrat. La somme de ces actions révèle une tentative, encore fragmentée, de comprendre les conséquences d'un ralentissement qui ne prend pas la forme classique d'une crise. Il n'y a pas de faillite, pas de chômage massif, pas de choc monétaire, mais il y a, en leur absence, une réorganisation qui échappe aux paramètres traditionnels de la surveillance publique. Cette convergence aide à comprendre pourquoi certains secteurs du pouvoir législatif ont commencé à traiter cette question comme une question de sécurité économique. Lors d'une audience de la Commission des affaires gouvernementales et de la supervision qui s'est tenue le 23 janvier, les parlementaires ont ouvertement interrogé les représentants du cabinet de politique économique sur le risque de vidage productif. L'expression utilisée par l'un des sénateurs présents était « désindustrialisation préalable », en référence aux décisions de retrait de capitaux prises avant même le début de toute opération. Ce terme a été intégré au rapport préliminaire de la Commission et a commencé à circuler dans les documents de travail d'autres organismes, notamment le Secrétariat à la planification de la défense, qui a lancé, à titre confidentiel, une étude sur l'exposition stratégique résultant du transfert de technologies automobiles de pointe hors du territoire national. Cette articulation interinstitutionnelle, bien que encore discrète, indique que les effets de l'épisode Stellantis se font sentir à plusieurs niveaux. Tout d'abord, sur le plan économique, en compromettant la logique de prévisibilité nécessaire à la formation de chaînes de production robustes. Ensuite, sur le plan fédéral, en réattribuant les responsabilités et les risques entre les entités infranationales qui ont pris des engagements sur la base de prémices qui s'avèrent désormais fragiles. Et enfin, sur le plan politique, en remettant en question le discours selon lequel les États-Unis restent le centre naturel de l'innovation industrielle. La somme de ces facteurs génère une sorte d'alerte qui ne s'exprime pas dans des communiqués de presse, mais dans des mouvements, des protocoles révisés, des réunions extraordinaires et des révisions budgétaires qui commencent à fonctionner avec d'autres paramètres de risque. D'un point de vue technique, l'un des éléments les plus importants de la réévaluation institutionnelle en cours concerne la distinction entre investissement engagé et investissement réalisé. Jusqu'à récemment, la plupart des indicateurs de réussite de la politique industrielle étaient basés sur la somme des annonces et des protocoles d'intention. Cependant, ce qui commence à prendre forme aujourd'hui, c'est une méthodologie alternative qui intègre des facteurs tels que la délivrance des licences, le début des travaux physiques et l'exécution des décaissements fiscaux liés aux objectifs de production. Ce changement méthodologique, encore à un stade précoce, peut avoir des effets importants sur la manière dont on quantifie l'impact réel de la présence industrielle dans des territoires spécifiques. Et surtout, elle peut contribuer à mettre en évidence un problème qui, jusqu'à présent, fonctionnait par soustraction. La perte de capacité future avant même qu'elle ne soit intégrée dans les statistiques officielles.
Les cabinets de conseil spécialisés dans l'analyse des risques politiques ont également commencé à ajuster leurs modèles. Dans des rapports destinés à des fonds internationaux, les analystes ont commencé à mettre en évidence la volatilité tarifaire américaine comme facteur de tarification des projets industriels. Le langage utilisé est précis. L'absence d'un horizon réglementaire continu représente en soi un frein à l'engagement de capitaux à long terme. Et cette classification ne se limite pas au secteur automobile. Elle influence désormais les décisions dans des secteurs connexes. Batteries, semi-conducteurs, plateformes logistiques, infrastructures énergétiques. Dès lors que la variable imprévisibilité entre dans le calcul structurel, elle commence à influencer les décisions bien avant que tout projet ne soit officiellement annoncé. Et c'est précisément pour cette raison que les effets du cycle actuel n'apparaissent pas dans les feuilles de calcul budgétaires actuelles. Ils apparaissent dans les plans d'investissement pour la décennie à venir et en l'absence de cadres réglementaires susceptibles de les ancrer. C'est également sur ce point que les organismes de contrôle ont commencé à manifester leur inquiétude. Le Government Accountability Office, GAO, a lancé une enquête sur l'efficacité des incitations industrielles accordées entre 2021 et 2025, en se concentrant sur celles qui n'ont pas abouti à une exécution physique ou contractuelle effective. Parallèlement, le Conseil national du développement scientifique et technologique a publié une note technique avertissant que la perte de projets industriels compromet non seulement les chaînes de production, mais aussi des écosystèmes entiers de recherche appliquée, de formation de techniciens et de rétention de talents dans des domaines stratégiques. La convergence de ces analyses tend à renforcer l'idée que l'épisode Stellantis n'était pas un accident isolé. Il a en fait été le déclencheur d'une réévaluation plus large des conditions qui définissent le degré d'investissabilité du territoire nord-américain. L'interprétation de cette tendance n'appelle pas à l'alarmisme, elle appelle à la vigilance. Les signes ne se manifestent pas sous la forme de ruptures explicites, mais de révisions subtiles du modèle, du langage technique et des projections à moyen terme. Lorsque les commissions législatives intègrent de nouveaux termes dans leurs rapports, lorsque les départements fédéraux ajustent leur matrice de risque, lorsque les fonds souverains modifient discrètement la composition de leur portefeuille, c'est dans cet ensemble de petits changements que se dessinent les contours de transformations plus importantes. C'est précisément pour cette raison qu'il devient de plus en plus essentiel de suivre ces développements de manière continue et contextualisée. Ce qui est en cours ne sera pas défini lors d'une seule audience ou d'un seul communiqué officiel, mais par la somme de décisions distribuées qui, ensemble, redessinent les bases de l'environnement productif américain. Les analyses divergent quant à ce qui se met réellement en place à partir de la succession de suspensions, de révisions et de reculs observés au cours des derniers trimestres. Pour une partie de la communauté universitaire qui se consacre à l'évaluation des politiques publiques, l'épisode Stellantis serait le reflet temporaire de l'adaptation des entreprises à un nouveau cycle réglementaire plus exigeant, encore en cours d'intégration institutionnelle. Dans cette perspective, la volatilité tarifaire observée ces dernières années serait un effet secondaire prévisible d'un repositionnement stratégique, dans lequel des objectifs tels que la souveraineté productive et la stimulation de la réindustrialisation coexistent nécessairement avec des incertitudes transitoires. Les reculs enregistrés ne constitueraient donc pas une désindustrialisation, mais un mécanisme sélectif naturel, dans lequel seuls les agents économiques les plus aptes à s'adapter continuent d'opérer sur le territoire nord-américain. D'autre part, une interprétation différente se développe parmi les analystes de scénarios à moyen et long terme. Pour ce groupe, le phénomène observé ne se limite pas à des ajustements conjoncturels. Il s'agit d'une transformation structurelle dans la manière dont les grands investisseurs mondiaux évaluent les États-Unis. Il ne s'agit pas seulement de réagir aux tarifs douaniers ou de réorganiser les chaînes de production,
mais de revoir une hypothèse historique, celle selon laquelle le pays, en raison de sa taille, de son système juridique et de son rayonnement international, serait toujours une destination sûre pour les investissements industriels à long terme. Dans ce contexte, le cas de Belvidere aurait signalé un changement structurel. Les États-Unis restent importants, mais ne sont plus considérés comme totalement prévisibles, ce qui modifie profondément les critères internationaux d'allocation des capitaux. Récemment, les conseils stratégiques de multinationales basés en Europe et en Asie ont commencé à utiliser un indicateur interne qui n'est pas encore normalisé publiquement, appelé indice de réitération normative. Cet indice mesure la cohérence des politiques réglementaires au fil du temps, en comptabilisant les suspensions, les abrogations et les modifications unilatérales. Dans les pays où cet indice est très stable, les cycles d'investissement ont tendance à être longs, les apports solides et l'intégration des chaînes plus consolidées. Dans des contextes de réitération irrégulière, le capital se fragmente, privilégie les opérations à court terme et évite les engagements sur 30 ans. Les analystes indiquent que les États-Unis présentent une détérioration accélérée de cet indice depuis 2022, en particulier dans les domaines industriels et de l'énergie de transition. Le débat reste ouvert. Il n'y a pas de consensus sur l'intensité des impacts structurels. Pour certains experts, les institutions américaines ont encore une capacité de récupération, surtout s'il y a une coordination interinstitutionnelle qui stabilise l'environnement réglementaire et rétablit la confiance du capital international. Pour d'autres, le processus en cours ne sera pas inversé par des mesures ponctuelles, mais nécessitera une trajectoire prolongée de prévisibilité soutenue par une discipline institutionnelle et un engagement multisectoriel. Dans tous les cas, le point d'inflexion n'est plus contesté. La divergence porte uniquement sur la profondeur et la réversibilité de ses effets. Une partie de la complexité découle de l'asymétrie des conséquences. Les États à forte densité industrielle peuvent réagir par des mesures à court terme, tandis que d'autres sont confrontés à un risque de dépeuplement sans alternative immédiate. Ce déséquilibre interne intensifie les tensions fédératives et exerce une pression sur les systèmes locaux de collecte des impôts, les infrastructures et la qualification de la main-d'œuvre. Les chercheurs alertent sur le risque de consolidation de pôles industriels limités à des îlots de stabilité réglementaire, tandis que de vastes régions perdent leur capacité à attirer et à maintenir des projets stratégiques en raison de l'absence de garanties institutionnelles. Le cœur du débat réside dans la difficulté à mesurer l'impact réel. Comment calculer la perte de capacité lorsque les projets interrompus n'ont même pas été formalisés? Comment intégrer statistiquement les initiatives annulées avant même d'avoir été annoncées? Comment réagir à un cycle de ralentissement qui se manifeste par l'absence de chantiers, de contrats et d'emplois et non par des effondrements explicites? Ces dilemmes méthodologiques posent un défi non seulement aux analystes des politiques publiques, mais aussi aux mécanismes de responsabilité qui sous-tendent la prise de décision institutionnelle. Les économistes des organismes multilatéraux soulignent un effet supplémentaire: l'érosion de la confiance en tant qu'atout national. Les pays qui préservent la prévisibilité réglementaire, même en période de tension, accumulent non seulement des investissements, mais aussi un capital de réputation qui agit comme un ballast intangible dans la lutte pour les routes productives, l'attraction des centres de recherche, l'obtention de quotas d'exportation et le maintien de flux de financement internationaux stables. La question qui se pose est de savoir si les États-Unis disposent encore de ce capital ou si une partie de celui-ci a déjà été convertie en prudence institutionnalisée au sein des comités décisionnels des grandes entreprises mondiales. Il n'y a pas de réponse définitive, seulement des signes. Et ces signes indiquent un moment singulier où le pays dispose de ressources, d'une demande et d'une capacité technique, mais est confronté à des questions croissantes sur la continuité institutionnelle,
L'érosion ne se produit pas de manière abrupte, elle s'installe silencieusement dans les décisions qui ne sont plus prises, dans les projets qui ne se concrétisent pas et dans les appels d'offres qui n'attirent pas d'intéressés. Il s'agit d'un processus qui ne dépend pas de rupture formelle pour se consolider. C'est pourquoi il est indispensable d'observer attentivement les développements. La nature de ce cycle exige une lecture approfondie, une analyse détaillée et une surveillance continue. Il ne se résout pas en quelques semaines et ne peut être appréhendé à partir d'indicateurs isolés. Son ampleur ne sera pleinement perçue que par ceux qui sont prêts à suivre la transformation progressive des normes institutionnelles qui façonneront l'avenir de la production industrielle aux États-Unis.